Bonjour à tous. Donc, d'abord, je me présente. Je suis Estelle Jacques. Je travaille à la Chambre d'agriculture du Loiret en tant que chargée de mission développement des approvisionnements en produits locaux et mise en œuvre de la loi Egalim auprès de la restauration collective plus particulièrement. Donc, dans ce cadre-là, j'ai déjà accompagné un certain nombre de collectivités sur ces questions et du coup, je vais vous présenter aujourd'hui justement ce qu'on fait un petit peu au niveau de la Chambre sur ces thématiques-là. N'hésitez pas à intervenir au fil de l'eau de la présentation. Toutes les questions sont les bienvenues. Et puis, effectivement, comme le disait Romain, on prendra un temps à la fin de chaque sous-partie. Donc, pour ce qui est du plan, j'ai construit la présentation en deux parties. Une première partie qui est le rappel du contexte, avec une présentation assez rapide de la loi Egalim et des enjeux qu'elle pose à la restauration collective. Et une deuxième partie sur les enjeux de l'approvisionnement en produits locaux, qui pose tout un tas de thématiques à la restauration collective. Et ensuite, un second temps sur l'accompagnement de la Chambre, construit en trois sous-temps. L'accompagnement au changement pratique en cuisine, l'accompagnement lors de la mise en place de projets et un petit brief sur l'opportunité de l'appel à projet du PNA. Donc, pour la première partie sur le contexte réglementaire et l'approvisionnement local. Donc, vous connaissez tous la loi Egalim, qui est la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine et durable accessible à tous. C'est une loi qui a été promulguée le 1er novembre 2018, qui a tout un tas d'articles et de mesures qui ne concernent pas uniquement la restauration collective, mais on en a 5 plus particulièrement qui vont concerner la restauration. Donc, c'est ce que je présente ici. On a la plus connue, entre guillemets, c'est celle sur les approvisionnements en produits de qualité. Désolée, j'ai glissé un local dans ma présentation. Une seconde mesure sur la diversification des sources de protéines et les menus végétariens. Des mesures qui concernent la lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons alimentaires en restauration collective. Des mesures sur l'information des usagers et des convives, en particulier sur les taux d'approvisionnement en produits de qualité. Et enfin, des mesures sur la substitution des plastiques. Donc, je vais revenir un peu sur chacune de ces mesures au fil de la présentation. Simplement pour information, la loi Egalim elle a été promulguée, comme je le disais, en 2018. Entre-temps, on a la loi Climat et Résilience, qui est la loi du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Et elle est venue apporter des modifications au contenu de la loi Egalim en partie. Donc, c'est ce que je vais présenter aussi aujourd'hui. Simplement pour information, ce que je présente aujourd'hui, c'est le champ d'application de la loi Egalim pour la restauration collective publique scolaire uniquement. Donc, le tableau de gauche, ça représente l'ensemble des mesures et qui est concerné. La colonne de gauche, c'est la restauration scolaire. Donc, on voit que c'est la restauration collective publique qui est le plus concernée par la loi Egalim. C'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Si vous aviez des questions sur d'autres champs d'application, n'hésitez pas à m'interroger là-dessus aussi. Concernant donc la première mesure, approvisionnement en produits locaux et de qualité. Donc, cette mesure, elle dit qu'à partir du 1er janvier 2022, donc elle est déjà en vigueur aujourd'hui, les repas servis dans les restaurants collectifs doivent comporter 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits biologiques. Donc, c'est ce que je vous présente ci-dessous. On voit que sur la totalité des approvisionnements d'une collectivité, il faudra que au moins 50% au moins soient durables et de qualité, dont à minima 20% biologiques. En termes de modalités d'application, c'est un calcul qui se fait en pourcentage en valeur d'achat en euros hors taxe sur une année civile, donc on est bien de janvier à décembre, et c'est sur les valeurs d'achat euros hors taxe. Donc là, je vous ai mis un exemple. Si vous avez un budget de 100 000 € d'achat de matières premières, il faudra que 50 000 € de ces matières premières soient dans l'une des catégories de produits Egalim compatibles, et au moins 20 000 € issus de l'agriculture biologique. En termes de remontée des statistiques liées à cette mesure, il faut qu'au plus tard le 31 mars de l'année suivante, donc au plus tard le 1er mars 2023, un bilan statistique de la mise en œuvre de ces obligations soit réalisé, donc de pouvoir en fait au 1er mars 2023 donner vos pourcentages d'approvisionnement en produits durables et de qualité. Deux informations qui concernent justement la loi Climat et Résilience dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Il y a deux grosses différences qui ont été apportées. Notamment, la première, c'est un sous-objectif spécifique aux viandes et aux produits de la pêche. Sur cette catégorie de produits plus spécifiquement, à partir du 1er janvier 2024,
60% des approvisionnements devront être durables et de qualité. Donc, ça n'enlève rien à la première mesure que j'ai présentée de 50%, 20%. Simplement, il y a un sous-objectif supplémentaire sur la viande et les produits de la pêche, où là, on devra avoir en 2024 60% des approvisionnements qui seront durables et de qualité. Et par ailleurs, je le présenterai aussi rapidement, il y a de nouvelles catégories de produits qui sont également compatibles, qui ont été rajoutées aux premières catégories qui avaient été précitées dans la loi Egalim 1. Donc, la loi Egalim, quels sont les labels concernés par cette mesure approvisionnement en produits locaux et de qualité? Donc, évidemment, en tout premier lieu, on a les produits bio, tout en sachant que les produits issus d'exploitation en conversion sont aussi concernés par cette mesure. On a les produits label rouge, tout ce qui va être signe officiel de la qualité également, donc les AOC, les AOP, les IGP, les spécialités traditionnelles garanties. Donc, c'est ce que vous allez retrouver avec ces logos-là. Les produits issus d'une exploitation haute valeur environnementale, donc qu'on appelle HVE. C'est des labels qu'on va retrouver de plus en plus souvent, notamment du fait que ce soit présent dans la loi Egalim. Et pour information, la loi Climat et Résilience est venue apporter une modification aussi. La HVE, c'est un label qui se décline en 3 niveaux. Et jusqu'au 31 décembre 2026, le niveau 2 de la certification environnementale est accepté. À partir du 1er janvier 2027, ce sera uniquement le niveau 3, donc le logo HVE en tant que tel, pour information. On retrouve également les produits avec l'écolabel pêche durable, qui fait partie des approvisionnements en produits durables et de qualité. Tout ce qui va être produit avec un symbole géographique particulier. Les produits avec les mentions fermier ou produits de la ferme uniquement pour lesquels il existe une définition réglementaire. Donc, ça va concerner les fromages fermiers, les œufs fermiers et la volaille fermière. Et enfin, et c'est là aussi une modification de la loi Climat et Résilience, maintenant dans les produits Egalim compatibles, on va retrouver les produits issus du commerce équitable, donc à la fois commerce équitable nord-nord et commerce équitable nord-sud. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des certifications qui sont Egalim compatibles. Pour information, donc, vous l'aurez compris, la seule dimension locale d'un produit n'est pas suffisante. Un produit local qui ne bénéficie pas de l'une de ces mentions ne peut pas être comptabilisé dans les approvisionnements Egalim. Et par ailleurs, je le précise simplement, on a dans les développements en approvisionnement en produits de qualité, on a une incitation à développer l'acquisition de produits issus de PAT, de projets alimentaires territoriaux. Donc là, c'est uniquement une incitation. Les produits issus de PAT ne sont pas comptabilisés dans les approvisionnements Egalim. Notamment, néanmoins, c'est bien une incitation qui est présente dans la loi. Par ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails sur d'autres catégories, entre guillemets, un peu plus floues, si je peux dire ça comme ça. Pour ceux qui pratiquent déjà un petit peu la loi Egalim depuis quelques temps, il y a des catégories de produits un peu plus larges que je ne vais pas présenter parce qu'elles sont un petit peu plus complexes d'un point de vue application technique. Néanmoins, si vous avez des questions à la fin de la présentation, je pourrais évidemment y revenir si vous le souhaitez. Donc ça, c'était pour la mesure approvisionnement en produits locaux, en produits durables et de qualité. Ensuite, concernant la mesure diversification des sources de protéines et menus végétariens, on a 2 mesures principales qui vont concerner la restauration collective. Une mesure qui est déjà en application depuis le 1er novembre 2019, qui est la mise en place d'un repas végétarien par semaine. Depuis le 1er novembre 2019 et pendant 2 ans, c'était une expérimentation et la loi Climat et Résilience a pérennisé cette mesure et maintenant elle est obligatoire pour toute la restauration collective dans la durée. Et je rappelle simplement qu'un menu végétarien, c'est bien un menu sans viande, ni poisson, ni produits de la mer. Les œufs, les produits laitiers sont acceptés. Et évidemment, tout ce qui va être protéines végétales est aussi encouragé dans ces menus. Par ailleurs, le menu végétarien doit s'insérer dans un plan alimentaire respectueux des exigences relatives à la qualité nutritionnelle des repas, qui a été fixé par l'arrêté du 30 septembre 2011. Voilà, donc je ne reviens pas forcément plus en détail sur cette mesure. Maintenant, elle est plutôt bien instaurée dans la restauration collective. La seconde mesure sur la diversification des sources de protéines et les menus végétariens, c'est la mise en place d'un plan pluriannuel de diversification des protéines. Donc, c'est une mesure qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2018, qui, à l'inverse des repas végétariens, va concerner non pas toute la restauration collective, mais uniquement les restaurants collectifs scolaires qui servent plus de 200 couverts par jour. Donc, ça représente quand même une majorité d'établissements, mais effectivement, pour les plus petites cantines qui font moins de 200,
couverts par jour, elles ne vont pas être concernées par cette mesure. Et donc, le contenu de la mesure, c'est que pour ces cantines-là, il faut établir et élaborer un plan pluriannuel de diversification des protéines, dans lequel notamment on va encourager les approvisionnements sur des protéines végétales. Donc, je vous ai mis à droite un exemple issu d'un travail du CNRC, le Comité national de la restauration collective, voilà, qui illustre un peu ce qu'on peut attendre de ce plan de diversification. L'idée, c'est de dire, voilà, d'élaborer sur 1, 2, 3 ans les mesures qu'on va mettre en place pour favoriser les approvisionnements en protéines végétales. Pour information également, on a une troisième mesure qui va concerner les protéines végétales et la diversification des sources de protéines. C'est l'expérimentation du menu végétarien dans les collectivités volontaires. Donc ça, c'est une mesure qui concerne, qui est issue de la loi Climat et Résilience, donc c'est aussi une nouveauté de 2021. Donc cette fois-ci, c'est uniquement pour les collectivités territoriales volontaires. Il y a la possibilité d'expérimenter une option végétarienne quotidienne pour une durée de 2 ans. Voilà, donc cette mesure, elle est issue de la loi Climat et Résilience. Voilà, après, les modalités concrètes d'application doivent encore arriver. N'hésitez pas à m'interrompre, à intervenir au fil de l'eau si vous le souhaitez, sinon on prendra les questions à la fin. Concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire, on a une mesure qui va concerner aussi toute la restauration collective. C'est l'obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça va concerner toute la restauration collective, publique comme privée. Et la loi mentionne qu'il faut que la restauration collective engage un diagnostic préalable à cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est une mesure qui est déjà en vigueur et qui concerne toute la restauration collective. D'autres mesures qui concernent le gaspillage alimentaire et les dons, que je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Je ne sais pas si quelqu'un va intervenir. Si vous ne souhaitez pas intervenir, pensez à éteindre un micro, sinon ça me fait des échos. Donc, sur les autres mesures qui concernent le gaspillage alimentaire et les dons, on en a 3 que j'ai un petit peu moins détaillées parce qu'elles consomment a priori moins d'établissements, mais ce n'est pas rien. Si vous avez des questions, on pourra bien sûr rentrer en détail. L'interdiction de rendre impropre à la consommation les denrées alimentaires encore consommables. Les dons aux associations, donc ça c'est valable depuis le 22 octobre 2020 et ça ne concerne que les cuisines centrales ou sur place qui font plus de 3000 repas par jour. Donc c'est quand même les plus grosses cantines, mais celles-ci ont l'obligation de proposer une convention de don à une association habilitée pour justement lutter contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, une mesure qui est aussi issue de la loi Climat et Résilience et qui n'est pas encore en vigueur, si je ne me trompe pas, on est encore en attente d'un décret. C'est le lancement d'une expérimentation consistant à mettre en place une solution de réservation des repas, donc justement pour adapter le nombre de repas et limiter le gaspillage alimentaire. Concernant l'information des usagers et des convives, on a également plusieurs mesures qui vont concerner la restauration collective. On a l'obligation d'afficher en permanence dans le restaurant la part des produits durables et de qualité. Donc, c'est des produits qu'on voyait tout à l'heure qui étaient concernés par la loi Egalim. Donc, cet affichage doit être réalisé en permanence dans le restaurant scolaire et il doit être en plus actualisé au moins une fois par an et doit être communiqué une fois par an par voie électronique. Donc, voilà, c'est vraiment pour informer les usagers des approvisionnements en produits de qualité qui sont réalisés dans le cadre dans le restaurant scolaire. Ça concerne toute la restauration scolaire. C'est une mesure qui est en vigueur déjà actuellement. Elle est valable depuis le 1er janvier 2020. Et la loi Climat et Résilience a apporté une nouveauté puisque maintenant, il y a aussi obligation d'afficher la part de produits issus de projets alimentaires territoriaux servis dans le restaurant. Donc, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Dans le cadre de produits qui seraient acquis dans les PAT, il y a possibilité de les mentionner, d'afficher ce taux de produit, même si ce ne sont pas des produits Egalim compatibles, encore une fois. Et une dernière mesure sur l'information des usagers et des convives qui concerne la communication sur les informations nutritionnelles des repas servis. Là, c'est le fait que les gestionnaires de restaurants collectifs doivent communiquer, informer et consulter les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle. Donc, c'est en vigueur en fait, depuis l'arrêté de 2011 et la loi Egalim est venue rajouter cette notion de communication et d'information des usagers. Et ça concerne encore une fois toute la restauration scolaire.
Enfin, concernant la substitution des plastiques, donc le dernier pool de mesures qui concerne la restauration collective pour la loi Egalim, on a 3 mesures principales qui vont être applicables. Le fait que les bouteilles d'eau plate en plastique sont interdites, donc ça c'est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2020. On a interdiction d'utilisation d'ustensiles en plastique à usage unique. Donc là, encore une fois, c'est aussi en vigueur. Ça va concerner tout ce que je détaille sur la diapo, donc les gobelets, les verres, les assiettes, les pailles, les couverts, etc. Donc tout ce qui est cité là-dedans et qui est en plastique à usage unique. Et les contenants alimentaires en plastique sont interdits. Donc là, ça va être applicable à partir du 1er janvier 2025. Et donc, ça concerne tout ce qui est utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de services en matière plastique, qui vont désormais être interdits, avec une petite distinction pour les communes, enfin les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants, pour lesquelles cette mesure sera applicable au plus tard le 1er janvier 2028. Voilà pour la présentation des mesures. Donc, j'ai été assez succincte et assez rapide. N'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez, notamment sur les mesures qui sont peut-être un petit peu plus complexes, comme celles sur les approvisionnements en produits de qualité et durables. Par ailleurs, je vous ai mis ici des ressources qui sont à consulter à tout moment dès que vous avez des questions sur la loi Egalim, notamment le site Ma Cantine, qui est un outil développé par le CNRC, le Comité national de la restauration collective, voilà, qui est une interface numérique qui vise vraiment à apporter tout un tas de ressources et de déchiffrage de la loi Egalim pour la restauration collective. Et par ailleurs, on a un document récapitulatif de l'ADEME que vous retrouverez également sur le site Ma Cantine. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement, qui va récapituler l'ensemble des mesures, donc voilà, sur ces 5 mesures que j'ai citées. Il me semble qu'il est en cours d'actualisation. Pour le moment, ce qui est présenté dans ce document est en date de janvier 2020, mais ça permet d'avoir une bonne synthèse de l'ensemble des mesures et de savoir si on est concerné ou pas. Par ailleurs, donc là, j'ai fini sur la présentation de la loi Egalim. Et en plus de ça, je souhaitais présenter également les enjeux de l'approvisionnement en produits locaux. On l'a vu, la loi Egalim, ça ne concerne pas directement les produits en tant que tels, même si, comme je le disais, il y a des mesures qui visent à inciter leur consommation, notamment au travers de la consommation de produits issus de PAT. Par contre, dans les statistiques Egalim, un produit local en tant que tel n'est pas comptabilisé. Néanmoins, c'est des choses sur lesquelles les collectivités souhaitent travailler de plus en plus et qui est quand même encouragée dans ces démarches de restauration collective durable. Donc, sur les enjeux de l'approvisionnement local, j'ai listé ce qui apparaît le plus souvent dans les difficultés que rencontrent les collectivités. On a d'un côté tout simplement la connaissance des producteurs locaux, avoir accès à la connaissance, savoir où trouver les produits dont on a besoin pour son restaurant, et donc des questions de sourcing. Des choses qui vont revenir assez souvent, c'est l'adéquation entre l'offre et la demande. On a les producteurs locaux qui proposent une certaine catégorie de produits, et en face des collectivités qui vont avoir des besoins spécifiques, et ce n'est pas toujours compatible. Et au-delà des considérations de typologie de produits, on va avoir aussi des considérations de volume. Est-ce que moi, en tant que producteur, j'ai les volumes suffisants pour approvisionner une restauration collective? Ou à l'inverse, est-ce que ma demande n'est pas trop importante par rapport au volume du producteur? Un enjeu très important, et notamment là pour les plus petites collectivités, ça va être les enjeux logistiques. Aujourd'hui, dans le Loiret, on n'a pas forcément de solution logistique pour l'approvisionnement en produits locaux de la restauration collective. Donc, bien souvent, c'est les producteurs qui gèrent ça eux-mêmes. Et ça peut poser des problèmes puisque la demande n'est pas forcément coordonnée, elle est plutôt éclatée au niveau de la restauration collective. On a bien sûr les enjeux budgétaires, donc l'adéquation entre le budget de la collectivité et le coût de ces produits locaux. Donc, c'est un petit peu la même chose que pour les produits durables et de qualité d'ailleurs. On observe souvent un surcoût sur certains des produits et la question, c'est comment on va réussir à intégrer ces produits tout en assurant un budget constant ou avec un surcoût modéré. Et enfin, une chose qui apparaît aussi très fréquemment, c'est l'adéquation entre les productions locales et la loi Egalim, puisque un produit local qui n'est pas labellisé n'est pas Egalim compatible. La question, c'est comment on va pouvoir soutenir les producteurs locaux tout en répondant aux exigences de la loi Egalim. Et donc, c'est des enjeux qui se posent très souvent pour la restauration collective, de pouvoir avancer sur les deux fronts sans défavoriser le local et en même temps en répondant à la loi Egalim.
J'en ai fini pour cette partie. Est-ce que ça appelle des questions de votre part? Alors, j'ai été assez rapide. Voilà, c'était pour vous présenter déjà un premier panel des mesures de la loi Egalim et également de l'approvisionnement local. Est-ce que ça appelle des questions? Pas de questions particulières sur le détail des labels, sur des choses comme ça, tout est clair? Ok, bon, de toute façon, n'hésitez pas, on pourra y revenir même à la fin de la présentation s'il y a des questions qui vous viennent a posteriori. Encore une fois, la loi Egalim, maintenant, elle a 2 ans, donc c'est vrai qu'elle commence à être mieux connue. Et puis, on a tout un tas de ressources qui permettent aussi d'avancer en autonomie. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième partie de la présentation qui concerne cette fois-ci l'accompagnement de la Chambre. Donc, face à ces enjeux que sont l'approvisionnement local et la mise en œuvre de la loi Egalim, la Chambre d'agriculture du Loiret propose un accompagnement des collectivités qui le souhaitent. Donc, j'ai séparé cette présentation sur le changement de pratique, donc comment dans mon restaurant scolaire je vais faire évoluer mes pratiques par rapport à justement ces enjeux qu'on a pu identifier. L'accompagnement aussi en amont des projets, donc là c'est plutôt au niveau des études de faisabilité notamment, et encore une fois le PNA que je vais présenter à la toute fin de l'intervention. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement en changement de pratique, en général, quand on intervient sur l'accompagnement des collectivités, on a un premier diagnostic qui vise à vraiment à réaliser un état des lieux du fonctionnement du service de restauration. Donc, ça va être quelque chose de complet et d'assez général. On va avoir aussi bien récolter des informations sur le fonctionnement général, donc évidemment le nombre de couverts, est-ce que c'est une cuisine centrale, est-ce qu'elle produit les repas sur place ou pas, enfin voilà, tout ce genre de questions. Mais aussi, est-ce que la collectivité passe un marché public, comment elle gère son budget, qui sont ses fournisseurs et comment elle s'approvisionne, est-ce qu'elle favorise le direct, est-ce qu'elle favorise les grossistes, des considérations de main-d'œuvre, d'équipement, de matériel, et tout ce qui est bonne pratique qui est déjà mis en place. Donc, ça va être notamment par rapport à la loi Egalim, qu'est-ce qui est déjà fait sur la mise en place des repas végétariens, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Est-ce qu'il y a une communication spécifique? Voilà, c'est tout un tas de questions qu'on va se poser pour vraiment établir un état des lieux le plus complet possible. Souvent, c'est des diagnostics qui durent assez longtemps, mais qui permettent vraiment d'aborder la question de la restauration dans sa globalité. Parce que comme vous pouvez le voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des questions très transversales en fait. Même quand on parle d'approvisionnement en produits locaux et de qualité, on va venir à toucher d'autres thématiques de la restauration collective. Avant de vous présenter l'accompagnement, je voulais simplement revenir sur 2 ou 3 références qu'on peut trouver aujourd'hui, notamment le guide qui est présenté ici. C'est un guide réalisé par l'Agence de l'environnement, donc l'ADEME, en 2021, qui liste les bonnes pratiques et les mesures à mettre en place pour aller vers une alimentation plus durable en restauration collective. Voilà. Et donc, parmi les leviers qui sont à mettre en place pour se diriger vers une alimentation durable, on va identifier ceux-ci. Et ils sont d'autant plus intéressants que l'idée, c'est vraiment à chaque fois de réduire les pertes économiques en mettant en place un certain nombre de mesures pour ensuite réinvestir cette qualité sur justement l'achat de denrées alimentaires de qualité et de produits locaux. Donc, parmi ces leviers à mettre en place, on a tout d'abord le fait de former les équipes pour valoriser au mieux les produits, donc là aussi d'un point de vue compétences techniques. Le fait de se fournir un aliment de qualité durable, brut et de saison. Donc là aussi avec la dimension, le fait d'aller vers plus une cuisine maison, d'avoir des produits qui sont adaptés à la saison, des produits qui sont potentiellement peu travaillés quand évidemment les conditions le permettent. La diversification des apports protéiques. Donc là, on fait le lien direct avec la mesure sur les repas végétariens et la diversification des protéines. L'idée étant de dire encore une fois que quand on va pouvoir intégrer des menus végétariens et diversifier ses protéines végétales, quand c'est entre guillemets bien fait, ça permet vraiment de réduire ses coûts. Et encore une fois, l'idée étant de pouvoir réinvestir sur de la qualité par la suite. Et le dernier levier d'action, qui est un levier d'action qui est d'un peu plus longue date dans la restauration collective, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective comme premier levier pour éviter un surcoût budgétaire. Voilà, donc ça, c'est les principales recommandations de l'ADEME et c'est vraiment les choses sur lesquelles nous, on va travailler en tant que Chambre d'agriculture pour accompagner la restauration collective.
Et c'est pour ça que je disais, on accompagne sur la loi Egalim et sur le local, mais en fait, on va venir toucher à toutes ces questions. Toutes ces questions. Un autre élément d'information, je vous présente ici le rapport 2021 de l'Observatoire national de la restauration collective durable, qui est un rapport qui est réalisé par l'organisme 1+Bio sur voilà, les pratiques mises en place par des cantines pour aller vers une alimentation durable. Donc, depuis quelques années, ici, je vous présente le rapport 2021 qui a été fait sur un peu plus de 6 000 cantines et 1 200 000 convives. Je le trouvais intéressant parce qu'il présente 8 enseignements, voilà, 8 enseignements sur les choses qui sont mises en place par ces cantines pour aller vers une restauration collective plus durable. Et on va retrouver les points qui sont cités ici. Donc, le fait que ces cantines vont diversifier leur mode d'approvisionnement. Donc, voilà, c'est justement ce qu'on disait de travailler potentiellement plus en direct, des matières brutes, travailler avec des producteurs locaux, les collectivités qui se saisissent de leurs capacités foncières, le fait de mettre en place de plus en plus des actions d'éducation à l'alimentation durable, donc auprès des convives, de leur famille et de façon générale, voilà, auprès d'un public assez large, le gaspillage alimentaire qui se généralise auprès de ces cantines-là, la sortie du plastique en lien avec la loi Egalim, la gestion directe, donc là, c'est plus à titre d'info, on a effectivement de plus en plus de collectivités qui vont passer de gestion concédée à revenir vers une gestion directe pour justement reprendre la main sur leur service de restauration collective. Le fait que les menus végétariens s'imposent à la cantine et un élément aussi très important pour mettre en place ces changements dans la restauration collective, c'est le fait d'avoir un travail en équipe. Voilà, donc ça, c'est les 8 enseignements que dresse cet observatoire. Je le trouve assez intéressant parce que ça fait justement le lien avec la diapo précédente et les pratiques vers lesquelles il faut aller justement pour pouvoir avancer sur ces questions de restauration collective durable. Je vous présente à droite, simplement à titre d'information, une info issue de ce rapport également. On observe que les cantines qui proposent un menu végétarien hebdomadaire sont en pourcentage plus nombreuses à proposer de la viande bio versus les cantines qui proposent un menu végétarien de façon irrégulière. Et du coup, voilà, l'idée étant de dire que justement, ces cantines qui mettent un menu végétarien hebdomadaire possiblement fait maison, elles ont une marge financière plus importante pour pouvoir le réinvestir sur de la qualité et typiquement de la viande bio qui est un peu emblématique des produits un petit peu plus chers. Et encore une info qui est issue de ce rapport et qui fait écho justement au travail en équipe dans la plupart de ces collectivités qui ont bien voulu répondre à l'enquête. L'initiative, elle est très souvent portée par le binôme élu-technicien et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un élément phare de la réussite des projets. C'est quand on a vraiment un duo solide. Alors ça peut être élu-technicien ou agent de mairie, chef de cuisine, enfin, voilà, c'est pas forcément toujours le même binôme, mais c'est vrai que c'est des choses qui permettent d'ancrer ce changement de pratique dans la durée. Donc, par rapport à ça, par rapport à un peu tout ce qu'on a vu comme enjeu et les recommandations que peuvent faire les organismes comme l'ADEME et comme les autres organismes qui travaillent sur ces questions, je vais vous présenter donc l'accompagnement que nous, on propose en tant que Chambre d'agriculture, donc sur notamment les différents volets qui sont présentés ici. Donc déjà, pour commencer, un peu comme ce qu'on fait ici, mais de façon plus détaillée, on va accompagner les collectivités dans le déchiffrage de la loi Egalim, donc savoir voilà, vraiment par quoi elles sont concernées, faire le lien avec les ressources qui sont disponibles et travailler sur la mesure, notamment approvisionnement en produits locaux et de qualité. Donc pour faire ça, de plus en plus, on s'appuie sur l'outil du CNRC, Ma Cantine, voilà, qui est un outil qui est disponible depuis grosso modo juillet 2021 et qui vise vraiment à accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des mesures. Les mesures sont à chaque fois déchiffrées et il y a des outils qui sont disponibles pour la mise en œuvre de ces mesures. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'approvisionnement en produits durables et de qualité. On va avoir des tableurs et des outils de suivi qui permettent à une collectivité de justement suivre les approvisionnements. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et puis après, effectivement, travailler avec la restauration collective sur comment on intègre plus de produits de qualité et durables dans les approvisionnements de façon générale. Sur les produits locaux, donc plus spécifiquement, alors je fais la distinction entre produits de qualité et produits locaux, puisque dans la loi, il y a quand même une distinction. Néanmoins, évidemment, on travaille de concert sur ces deux thématiques. Pour ça, on va utiliser les outils disponibles à la Chambre, notamment pour le sourcing. Donc, on a en particulier la plateforme AproLocal, qui est une plateforme de mise en relation entre producteurs locaux et acheteurs locaux,
et une plateforme de commande de produits locaux. Donc, elle est développée depuis début d'année 2020 dans le Loiret, et c'est une plateforme qui va recenser d'un côté les producteurs locaux et de l'autre les acheteurs locaux, et qui va permettre à un acheteur d'avoir accès à un catalogue de produits locaux qui sont disponibles pour lui et de pouvoir les commander. Donc là, je vous mets juste quelques informations sur cette plateforme. Aujourd'hui, on a grosso modo une centaine d'acheteurs et de producteurs référencés à l'échelle du Loiret, ce qui représente 871 produits, dont 37% qui sont compatibles Egalim, avec essentiellement du bio qui est livré sur la plateforme. Et on a 579 commandes livrées à ce jour. Donc, c'est beaucoup de restauration collective qu'on a, c'est la majorité de nos acheteurs. Et ça va être notamment des collèges et de la restauration primaire. Voilà, donc ça, c'est un outil qu'on va utiliser très régulièrement dans nos accompagnements sur le local pour faciliter le sourcing. C'est un outil parmi d'autres. On a évidemment d'autres outils et façons de chercher des producteurs locaux. Et au-delà de cette dimension de sourcing, ça va être aussi accompagner la collectivité à modifier ses pratiques pour pouvoir intégrer des produits potentiellement un peu différents. Si vous êtes intéressé par rapport au local, je pense que c'est une plateforme qui maintenant est assez connue dans la restauration collective dans le Loiret. Néanmoins, si vous souhaitiez des informations supplémentaires, évidemment, soit me les poser pendant la présentation, sinon vous avez le contact de Raphaël N, qui est la conseillère à ProLocal, qui saura répondre à toutes vos questions. Ensuite, une thématique sur laquelle on va intervenir également, puisqu'elle concerne la restauration collective et notamment les plus grosses collectivités, ça va être les marchés publics. Donc, on va accompagner des collectivités sur la rédaction de leur marché public pour que ça leur permette de travailler avec des producteurs locaux, tout en évidemment respectant le code de la commande publique, puisque pour les collectivités qui pratiquent les marchés publics, on a effectivement des difficultés dans le sens où on ne peut pas exiger de local dans les marchés publics. Donc, toute la question, ça va être comment on va essayer de favoriser ces producteurs locaux sans inscrire que l'on souhaite vraiment du local dans le marché. Donc, on a déjà accompagné plusieurs structures sur leur marché public et la méthodologie, c'est la suivante. Tout d'abord, on travaille avec la collectivité sur la définition de son besoin. Donc, voilà, savoir un peu quels sont ses volumes, quels sont les produits alimentaires qu'elle intègre, qu'elle peut éventuellement intégrer en modifiant ses pratiques. À partir de ça, on réalise un sourcing. Donc, encore une fois, on se base sur notamment la plateforme ProLocal et sur les autres options de sourcing qu'on peut avoir. Et identifier les producteurs qui sont à même de répondre à la demande de la collectivité. Donc, ça va être des producteurs qui vont être en capacité de répondre à la demande et qui souhaitent répondre dans le cadre d'un marché public. Et une fois qu'on a réalisé ces deux étapes, on va adapter les documents de consultation des entreprises, donc le DCE. Donc voilà, ça va être quels critères on va pouvoir inscrire dans les marchés publics pour favoriser au maximum des producteurs qu'on aura pu identifier lors de la phase de sourcing. Donc, ça va être des choses un petit peu plus techniques sur les critères d'attribution qu'on va utiliser, sur les éléments techniques du cahier des charges, etc. Une fois ces étapes réalisées, donc là, on est vraiment plus du côté de la collectivité, on accompagne également les producteurs à répondre au marché. Donc ça, c'est une étape aussi cruciale dans le sens où les producteurs ne sont pas formés pour répondre au marché. Et souvent, c'est des choses qui leur font peur parce qu'ils ne connaissent pas du tout. Voilà, donc une fois que toutes ces étapes-là sont réalisées, on a réalisé plusieurs formations pour les producteurs pour que ceux-ci puissent répondre au marché public et pour qu'ils puissent établir des documents de réponse qui soient cohérents par rapport à la demande de la collectivité. Pour information, là je vous présente le cas des marchés publics. Sachez qu'on accompagne en fait tout type d'acteurs, aussi bien publics que privés, et notamment on peut accompagner aussi des sociétés de restauration collective. Et notamment, c'est le cas d'une société qu'on accompagne dans le Loiret, où cette fois-ci, ce n'est pas dans le cadre de marché public, mais on travaille quand même avec elle sur la contractualisation avec les producteurs. Donc, comment, au-delà de l'approvisionnement qui se fait, faire un contrat en bonne et due forme pour que le producteur soit assuré d'une juste rémunération et d'un débouché stable dans le temps, donc même hors marché public. Sur le gaspillage alimentaire, donc là, je pense que c'est une thématique qui est quand même plus connue de la plupart des collectivités et qui est, voilà, sur laquelle un travail a plus souvent été mis en œuvre. Néanmoins, on peut également accompagner les collectivités à travailler là-dessus. Donc, on peut mettre, alors ça va dépendre un petit peu de la demande de la collectivité, ça peut être voilà, simplement de partager des ressources et des choses pour qu'elle travaille en autonomie, ou bien vraiment l'accompagner à mettre en place un projet d'établissement de lutte contre le gaspillage, où on va l'accompagner à faire vraiment un diagnostic, un plan d'action, une évaluation des actions.
Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà pu faire. Là, je vous cite l'exemple c'était un EHPAD, une maison de retraite située à Patay, où on a pu travailler avec elle sur le gaspillage alimentaire. Donc là, c'est vraiment en fonction aussi de la sensibilité de la collectivité sur cette question, mais c'est aussi des choses qu'on réalise. Et sur cette question du gaspillage alimentaire, je vous présente ici Optiged, qui est le centre de ressources de l'ADEME, donc toujours de l'Agence de l'environnement, où les collectivités peuvent retrouver tout un tas de documentation. Donc, on a des outils vraiment très pratico-pratiques pour réaliser les diagnostics, des exemples d'actions à mettre en œuvre. Voilà, donc c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des années, a été bien développé. Sur les repas végétariens, donc là, c'est un axe fort aussi de la loi Egalim, mais c'est quelque chose qui a suscité pas mal de réactions de la part des collectivités, puisque c'est une mesure assez récente aussi. Par rapport à ça, on a divers accompagnements qu'on peut proposer. Donc à la fois, évidemment, partage des ressources, donc déjà des choses très simples, mais ça va être partager des livrets de recettes auprès de la restauration collective, qui voilà, pour les chefs de cuisine, ce n'est pas toujours un type de cuisine qui était pratiqué auparavant, donc il faut aussi simplement des nouvelles idées, partager des retours d'expérience. On voit que ça marche plutôt bien d'avoir des collectivités qui pratiquent ce genre de cuisine et qui vont rencontrer d'autres collectivités, et ça permet d'échanger de pair à pair. On organise également des formations qui allient pratique et théorique. Donc là, je vous ai montré l'exemple de 2 formations qu'on a réalisées en 2021. Une sur le secteur Loire-Beauce, donc on était à Sainty, et une autre à Sandillon, donc un petit peu plus à l'est, où c'est des formations qui sont réalisées sur 2 jours en lien avec le CNFPT, où on va vraiment avoir 2 jours de formation où pratique et théorique vont être réalisées pour que les chefs de cuisine puissent passer à l'action. Et sur la mesure diversification des sources de protéines, on va pouvoir aussi proposer un accompagnement aux collectivités qui le souhaitent. Donc là, ça peut être voir avec la collectivité comment elle peut mettre en œuvre son plan d'action, quelles sont les mesures qu'elle peut cibler pour aller vers cette diversification des protéines et sur ce plan de diversification. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Encore une fois, sur toutes ces mesures, vous avez l'appui du CNRC au travers du site Ma Cantine qui propose déjà tout un tas de ressources. Et enfin, on peut aussi accompagner les collectivités sur la communication et la valorisation des actions. Donc là, on est plus dans un axe un petit peu de sensibilisation des collectivités. Donc déjà, ne serait-ce que sur le travail de présentation des menus, on a tout un tas de pratiques sur les menus. Donc comment faire un menu qui soit clair et en accord avec les exigences de la loi Egalim et qui permette de bien mettre en avant ces approvisionnements en produits durables et de qualité et produits locaux. Et en fonction de la demande des collectivités, on peut aussi évidemment appuyer, organiser différents événements de sensibilisation ou voir comment travailler pour sensibiliser également les convives. Voilà, donc ça c'était l'ensemble des choses qu'on peut proposer. Encore une fois, dans la façon dont on a construit ce genre d'accompagnement, c'est souvent entre guillemets à la carte et ça déroule du diagnostic qui est réalisé en amont. Si on se rend compte qu'on a de grosses difficultés sur la mise en œuvre des approvisionnements de qualité, on va pouvoir axer là-dessus. Si on a un gros enjeu sur le gaspillage, ça peut être la chose sur laquelle on va se concentrer. Donc, on essaye un petit peu, par rapport au diagnostic, de prioriser les actions qui sont à mettre en œuvre et par rapport à ça, proposer ce qu'il faut. Par ailleurs, on organise aussi différents événements de rencontres et de mise en relation divers. Donc là, j'ai remis en fait les formations qu'on a pu organiser notamment sur les repas végétariens. Dans le cadre de projets collectifs, on a pu organiser des formations, donc comme celle des repas végétariens, mais aussi par exemple, comme l'image de gauche, une formation sur les techniques de cuisson et les pratiques évolutives. Donc là, en travaillant sur la cuisson basse température notamment, et sur des choses comme la découpe des viandes par exemple. On peut organiser aussi des temps d'échange entre pairs. Donc on a souvent chez les cuisiniers une volonté d'échanger avec d'autres cuisiniers simplement, encore une fois un peu avec l'idée de partage d'expérience. Donc c'est aussi des choses qu'on peut organiser sous la forme de groupes de travail, de réunions, au travers des formations bien sûr. Et on organise aussi des temps d'échange entre acheteurs et producteurs. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir sur la photo en haut à droite. On a organisé des visites d'exploitation où on invitait systématiquement les acheteurs de restauration collective chez des producteurs locaux. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire aussi en fonction de la demande et notamment quand on a un groupe d'établissements qu'on va suivre plus précisément. Bien sûr, ces accompagnements, ils sont toujours aussi forcément en lien avec les producteurs du territoire qu'on finit par bien connaître avec nos plateformes de développement comme APRO Local.
Et ici, en bas à droite, on a une image qui représente une visite qui avait été organisée à la cuisine centrale du Circo, donc située sur la métropole d'Orléans, où 6 ou 7 producteurs avaient été invités à visiter, enfin, avaient participé pour visiter la cuisine. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de favoriser l'interconnaissance et les échanges entre les producteurs et les acheteurs qui ne communiquent pas toujours entre eux. Voilà pour ça. Et donc ça, c'est vraiment l'accompagnement qu'on peut proposer à une collectivité voilà, qui est déjà, enfin, entre guillemets, qui est déjà installée, qui a un fonctionnement donné et qui cherche à faire évoluer ses pratiques. Donc, on va pouvoir travailler sur tous ces leviers d'action. Par ailleurs, on va également proposer aux collectivités qui le souhaitent un accompagnement lors de la mise en place de projets, donc là plutôt en amont de réflexion. Voilà, donc ça va se représenter plutôt sous la forme d'études de faisabilité notamment. Donc, je vous présente certains exemples. Il faut savoir qu'évidemment, on s'adapte aussi à la demande des collectivités et selon les demandes, on peut très bien imaginer faire d'autres choses. Des études qu'on peut faire et qu'on a déjà faites, c'est notamment d'accompagner des acteurs. Donc là, ce n'était pas une collectivité, mais des acteurs pour développer une légumerie. Donc, c'est la photo que vous voyez à droite. On a accompagné un acteur qui souhaitait mettre en place une légumerie de produits locaux en insertion à Château-Renard. Et donc, on a travaillé à diagnostiquer la restauration collective, rencontrer les producteurs, voir quel était le modèle économique adapté. Et donc, c'est des choses qu'on peut faire aussi en fonction enfin, voilà, de la demande des acteurs. Pour ceux qui ne le sauraient pas, une légumerie, c'est une structure qui prépare des légumes prêts à l'emploi pour la restauration collective. Donc, c'est vrai que c'est un établissement qui souvent complète le maillon pour des grosses structures qui n'ont pas forcément la main-d'œuvre pour travailler des produits bruts de façon importante. Donc voilà un exemple concret d'étude de faisabilité qu'on a faite. On peut aussi intervenir en amont. Par exemple, on a pas mal de projets de cuisine centrale qui veulent se construire et qui veulent se développer. Donc c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, reprendre la main sur leur service de restauration collective. Et donc, on va les accompagner, ces cuisines centrales, pour voir dans leur projet comment intégrer l'approvisionnement en produits locaux et de qualité. Donc, évidemment, on va avoir voilà, un sourcing en amont pour savoir quels sont les producteurs qui pourraient être intéressés par ce débouché, quel est le matériel éventuellement qu'il faut mettre en place. Enfin, voilà, tout un tas de recommandations pour que le développement de la cuisine centrale puisse intégrer au mieux ces approvisionnements. On a également des demandes de plus en plus de collectivités qui vont avoir des projets de régie agricole ou d'installation de maraîchers pour les collectivités. Là, encore une fois, on peut nous travailler avec ces acteurs-là pour voilà, voir comment cette installation de maraîchers ou ces régies agricoles peuvent répondre aux besoins de la cantine et évidemment à d'autres besoins de façon un petit peu plus large. Et voilà, donc là, effectivement, c'est vraiment... Enfin, là, je vous présente les principales demandes qu'on a déjà pu réaliser ou pu avoir. Évidemment, tout projet qui est en lien avec le service de restauration collective peut s'étudier et se réfléchir. Ça dépend vraiment de la demande des collectivités. Donc voilà pour cette partie un petit peu plus étude de faisabilité et réalisation en amont des projets. Et pour finir, je voulais simplement vous présenter l'opportunité de l'appel à projet du PNA. Donc, c'est l'appel à projet du PNA pour la région Centre-Val de Loire qui est sorti il y a très peu de temps, donc c'était il y a une semaine de ça. Donc, c'est un appel à projet qui vise à accompagner les acteurs du secteur de la restauration collective dans la mise en œuvre de la loi Egalim. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir cet appel à projet qui va pouvoir accompagner les collectivités qui le souhaitent à mettre en œuvre la loi Egalim, et plus particulièrement, ce qui est souligné, les mesures concernant l'approvisionnement en produits durables et de qualité, l'information des convives et la diversification des protéines. Donc, en termes d'action et de dépenses éligibles, c'est un appel à projet qui est très ouvert. On peut financer à la fois des études, de l'animation, de l'accompagnement, des actions de communication, dans le cadre de formation, rémunération des intervenants, par exemple, ou diverses prestations. La seule chose qui ne va pas vraiment être financée, c'est les investissements sur du matériel, par exemple. Mais c'est un appel à projet qui vise vraiment à financer les projets qui iraient dans le sens de la réponse à la loi Egalim. En termes de taux de subvention, on est autour de 70%. Et la date limite de candidature, c'est le vendredi 6 mai 2022 à minuit.
Je vous le cite pour information, puisque dans ce genre d'appel à projet, c'est souvent les projets collectifs qui sont retenus. Néanmoins, voilà, ça peut être intéressant que vous soyez au courant. Vous avez ici toutes les informations, dans le lien qui vous sera, la présentation vous sera partagée, donc vous aurez le lien. Et vous pourrez retrouver toutes les informations un peu plus en détail sur est-ce que je suis éligible si j'ai un projet, voilà, un peu plus de détails pratico-pratiques. Voilà pour cette partie. Je vous laisse mon contact pour que vous puissiez échanger avec moi si vous le souhaitez. Est-ce qu'une fois qu'on a présenté tout ça, il y a des questions qui vous viennent? Est-ce qu'éventuellement certains veulent témoigner de leurs difficultés, des projets qu'ils peuvent avoir en tête et de la façon dont ça peut s'insérer aussi avec ce genre de démarche? N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. On est là pour répondre aux questions. Oui, Madame Bourri. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis directrice du service enfance de la communauté de communes Pithiviers-Gâtinais, donc qui est située à l'est de Pithiviers, Beaune-la-Rolande. Donc, on couvre le territoire qui s'étend du Malzerbois au Beaunois en passant par le Puisautun. Actuellement, on a effectivement une cuisine centrale sur Puiseaux. Bientôt, ça va peut-être s'étendre puisqu'on a récupéré la compétence scolaire sur tout le territoire. Mais en tout cas, sur Puiseaux, notre cuisinier est déjà dans cette démarche depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la difficulté principale, c'est effectivement de pouvoir s'approvisionner en local, en bio surtout, puisque au niveau des coûts, c'est quand même plus élevé, quoi. Donc, on y vient progressivement, mais c'est vrai que c'est peut-être la plus grosse difficulté. Pour le reste, ça vient petit à petit, en effet. Mais voilà. D'accord. Oui, effectivement, il me semble que la cuisine centrale de Puiseaux, elle est justement plutôt active sur la plateforme AproLocal qu'on présentait. Effectivement, il travaille bien avec AproLocal, en effet. Ouais. Après, voilà, c'est une réalité que justement sur les approvisionnements, que ce soit durables ou de qualité ou des produits locaux, on a potentiellement un surcoût qui se présente à la collectivité. Donc, toute la question, ça va être de voir sur quels aspects on peut travailler pour augmenter le plus possible ces approvisionnements, tout en évidemment en n'explosant pas le budget. Donc là, justement, il y a des choses à faire. C'est juste un témoignage, en effet. Oui. Et simplement pour rebondir là-dessus aussi, des choses que je n'ai pas présentées, et ce n'est pas de l'accompagnement direct des collectivités, mais on travaille aussi sur différents axes, notamment dans le cadre du projet alimentaire territorial Mangeons-Loiret, notamment sur la labellisation des producteurs. Donc justement, comment faire que nos producteurs locaux soient labellisés et rentrent de ce fait dans le cadre de la loi Egalim. Donc là, on a différents axes de travail sur la labellisation des producteurs vers du bio, vers du HVE. On organise des formations, on a de l'accompagnement. Et sur l'enjeu de la logistique aussi que je citais tout à l'heure, c'est aussi l'un des axes du projet alimentaire territorial. Donc tout ça pour dire que au-delà de cet accompagnement qu'on réalise, qu'on propose aux collectivités en direct, c'est toujours fait en appui de ces axes un petit peu plus larges sur de la logistique, sur de la labellisation Egalim, par exemple. Merci pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? N'hésitez pas aussi à nous dire quelles pourraient être vos attentes par rapport à, justement, à tout ce qu'on a présenté. Non, pas de témoignage particulier. Voilà, bon, en tout cas, je vous laisse mon contact. N'hésitez pas à revenir vers moi aussi si vous ne souhaitez pas discuter peut-être de façon plus individuelle sur vos problématiques et la façon dont on pourrait vous accompagner au mieux. Encore une fois, j'ai présenté des choses qu'on a déjà faites notamment et des propositions d'accompagnement qu'on a. Tout est envisageable en fonction des problématiques de l'établissement. C'est vrai qu'on a réalisé pas mal de projets d'accompagnement à la restauration collective. Là, on en est à un peu plus d'une trentaine d'établissements qu'on a accompagnés sur le changement de pratique, sur le sourcing, sur la loi Egalim. Mais tout est envisageable en fonction des problématiques. Merci Estelle. Je rajoute juste un mot. N'hésitez pas, pour profiter de l'appel du PNA,
Si vous avez un projet que vous souhaitez qu'il rentre dans ce cadre-là, à contacter Estelle qui pourra vous dire si ça peut le faire et compléter le dossier avec vous. Voilà. Si, alors, comme… pardon, oui, simplement pour dire, on a aussi Aurélie Thomas qui est de la DRAF qui est aujourd'hui parmi nous, si je ne me trompe pas. Voilà, enfin, vous pouvez aussi voir directement avec la DRAF sur les modalités concrètes d'application au besoin. Tout à fait. On peut en effet étudier votre dossier même en amont du comité pour voir s'il rentre bien dans les critères d'éligibilité fixés par le cahier des charges. Donc, on est là aussi pour répondre à vos questions si vous souhaitez déposer des dossiers, si vous posez des questions particulières sur le montage. Voilà. Merci. Plus largement, je vous invite à aller sur le site internet de la Chambre d'agriculture où vous retrouverez un certain nombre d'informations et d'accompagnements au-delà de la thématique alimentation. Je vous invite également à vous inscrire au prochain webinaire. Donc, on vous enverra les liens en temps voulu un peu avant. Vous allez recevoir à la suite de ce webinaire 3 documents. La présentation, enfin l'enregistrement de la présentation, le diaporama PowerPoint en tant que tel et un petit flyer récapitulatif format PDF des différentes thématiques, différents accompagnements qu'on peut proposer au-delà de la loi Egalim et de la restauration collective sur la relocalisation plus globale de l'alimentation. On vous affiche les prochains webinaires. Merci à tous en tout cas, et encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, il y a des contacts un peu partout dans les différents documents qu'on va vous envoyer et que vous avez pu noter.